quel genre de patients on croise dans nos consultations de neuro générales, en fait. Je ne parle pas de l'activité très spécifique des centres de neurogénétique où forcément les patients sont déjà un peu triés et en tout cas avec des spécialistes qui ont déjà le regard très acéré, mais plutôt en pratique courante, quels patients on peut rencontrer et qu'est-ce qui amène à les réorienter un peu et comment on travaille ensemble. Globalement, qu'est-ce qui amène à reconsulter pour ces patients, quel est le point d'appel? En général, bien sûr, il y a l'histoire personnelle ou familiale, des atypies cliniques ou paracliniques, une atteinte précoce, mais ce n'est pas toujours vrai, une évolutivité clinique, une sollicitation du patient ou d'un apparenté à l'occasion d'une grossesse et des questions de transmission éventuelles, et puis une demande, bien sûr, de DPS. Les outils dont on dispose, on ne va pas revenir dessus, bien sûr, ça a évolué énormément. Donc, quand on revoit des patients en neuro-adultes qui nous disent « Mais si, j'ai eu un bilan génétique, mais il y a 15 ans », on dit « Bon, en fait, voilà, on peut recommencer ». Je ne vais pas revenir dessus. Mais quelles sont les difficultés du neurologue adulte finalement sur ces patients en consultation? Alors déjà, c'est de reconstituer la vieille histoire, plus ou moins vieille histoire, l'histoire de naissance, de l'enfance. Alors récupérer le carnet de santé, en général, c'est une mission impossible. Des fois, on a 2 pages. Les souvenirs sont parfois un peu flous. Puis les parents, ils sont plus toujours là pour aider à raconter l'histoire de vie, ou en tout cas l'histoire précise. Et puis ils sont plus toujours là non plus pour être prélevés. Alors sur les examens en trio, on est parfois en difficulté. On n'a pas toujours les mêmes réflexions que chez les enfants à l'heure actuelle. Il y a 5 intérêts un peu principaux que j'ai identifiés chez ces patients pour reprendre le bilan. C'est les intérêts diagnostiques, bien sûr, pronostic du suivi et puis d'anticiper les difficultés éventuelles, la prise en charge thérapeutique et l'optimisation du parcours de soins qui est évidemment essentiel au-delà du diagnostic, le recrutement de ces patients qui ont une déficience intellectuelle sur un point d'appel neurologique autre, en tout cas de les réorienter dans une filière pour le bilan, et puis le conseil génétique. En fait, c'est surtout des petites vignettes cliniques que je vais vous présenter. Le diagnostic, de mieux le préciser, la symptomatologie clinique neurologique, ça permet évidemment d'avoir un meilleur phénotype. Les tableaux cliniques, ils sont parfois difficiles à interpréter, surtout quand il y a des pathologies du mouvement. Alors, on a bien sûr souvent des comptes rendus un peu fleuves. On a des mouvements choréo, athéto, dystoniques. On ne sait pas trop, c'est un peu de tout. La différence entre l'ataxie, la dystonie mobile, la spasticité, l'atteinte extrapyramidale, pyramidale, c'est pas toujours facile. Il y a de la iatrogénie souvent chez les gens âgés avec les neuroleptiques. Et puis tout ça, c'est un peu associé. En tout cas, ça permet d'affiner, de confirmer la corrélation génotype-phénotype, et puis ça permet forcément de guider la recherche étiologique et de tenter de mettre fin à l'errance diagnostique qui est souvent source de souffrance, pas toujours dite, mais ça remet toujours de une histoire ancienne. Une petite vignette clinique, là, une petite jeune qu'on a vue il y a quelques années. C'est une patiente de 10 ans, des difficultés motrices assez précoces, mais plus marquées depuis ses 5 ans, étiquetée par apparésie spastique. En fait, elle est surtout étiquetée IMC. Et en fait, elle évolue cliniquement, elle s'aggrave. Et du coup, ça fait tiquer un peu les neuropédiatres. On en parle au staff, parce que géographiquement, on est tous au même endroit, ce qui est super pour parler des dossiers compliqués. Et puis, en fait, elle commence à avoir une atteinte des membres sup, surtout une atteinte orofaciale, des troubles de l'apprentissage, des troubles de la relation. Elle devient un peu hyper affectueuse. Elle perd la marche à 7 ans quand même. Alors du coup, on nous demande de la voir. Et puis, en fait, elle a plutôt un tableau de dystonie généralisée mobile avec une atteinte oromandibulaire. Elle a aussi une note spastique quand même, mais qui n'est pas au premier plan. Puis quand on lit l'IRM, en fait, bon là on va voir qui suivait au cours de l'après-midi, c'est le moment de réviser. Évidemment, finalement c'est un PECAN. Ce qui nous a permis, Sylvie l'a vu par la suite, et on a fait l'analyse ciblée qui a bien confirmé la mutation. De mieux comprendre la clinique, ça a permis de mieux guider un petit peu les recherches étiologiques. Alors il y a 2 phénotypes, on en a parlé, puis il y en a une qui est de révélation plus tardive, ça peut concerner plutôt les adultes, mais aussi les enfants. On l'a traité, on a mis de l'artane, du rivotril, du baclofène, un peu de tout. On a mis de la défériprone aussi. Alors ça n'a pas changé grand-chose, très honnêtement. Puis malheureusement, elle évoluait très très rapidement vers un état de mal dystonique. Donc elle est partie pour une stimulation cérébrale profonde à Montpellier en urgence, qui ne l'a pas améliorée, alors qui a permis sûrement de limiter un peu la dystonie segmentaire, mais là, elle s'aggrave surtout sur le plan axial et cognitif. Et pas tant que ça, la langue, elle n'a pas... Non. Pour le pronostic, pour le suivi évolutif, c'est important pour anticiper les difficultés éventuelles attendues selon le terrain génétique, mais c'est pas toujours connu. On pense bien sûr aux trisomies 21, les Alzheimer précoces, aux DEL22Q11 par exemple, les Parkinson juvéniles. C'est quand même 0,5% des Parkinson juvéniles. Vu le nombre qu'il y a, c'est pas rien non plus. Les maladies de Gaucher et le Parkinson, on en a parlé tout à l'heure. L'enjeu, c'est de distinguer l'évolution de la maladie neurodéveloppementale et celle d'une pathologie surajoutée du vieillissement, et ça, c'est pas toujours facile. Donc il faut en tout cas essayer d'avoir quelques notions sur le terrain sous-jacent. Un exemple clinique, c'est un patient de 49 ans, il est né à 37 semaines, pas d'antécédents. Dès l'enfance, il a un peu de difficulté à la marche, mais bon, ça n'empêche pas de faire sa vie professionnelle. Il a un accident de voiture à 18 ans. Et puis dans les suites, il développe une paraparésie spastique. Est-ce que c'est qu'il y a l'air traumatique? Est-ce qu'il y a autre chose? Il a un gros bilan neuro, il n'y a rien. On lui diagnostique une sclérose latérale primitive. Et puis il évolue, la spasticité, elle s'aggrave franchement. À 35 ans, il a une pompe à baclofène qui l'améliore quand même, et il finit par perdre la marche quand même.
Et puis à 40 ans, il présente un tremblement du membre supérieur gauche, après un syndrome akinéto-hypertonique. Il y a le DAT-scan qui confirme une dénervation dopaminergique, il a de la dopa qui est introduit, qui l'améliore. Puis là récemment une pompe à apoquinant qui l'améliore aussi, donc il a 2 pompes. Il a le panel mouvements normaux de Strasbourg qui est négatif, et puis tiens, on se dit, on le revoit du coup en consultation, on dit tiens, c'est peut-être une mutation KIF5A quand même, on envoie le prélèvement à Lille qu'on n'a jamais retrouvé, ça c'est la vraie vie, donc on a perdu 1 an. On le reprélève, et puis à Rennes finalement, dans l'équipe de Christelle Dubourg, qui nous retrouve le variant hétérozygote KIF5A, donc est responsable d'un tableau de paraparésie spastique SPG10 qui explique finalement toutes ces difficultés depuis l'enfance. En général, c'est une paraparésie pure, mais ça peut être associé à un syndrome parkinsonien dans 10% des cas. Donc il faut savoir y penser. Une neuropathie périphérique, des fois une déficience intellectuelle modérée, une surdité, une rétinite pigmentaire. Et pour la petite histoire, quand je lui rends son résultat, il arrive avec son fils et il me dit tiens, mon fils veut faire l'armée. Et puis en fait, je trouve qu'il commence à marcher bizarrement. Bon, voilà. Donc l'intérêt pour guider la prise en charge et le conseil génétique. Un autre exemple très fréquent, plutôt en neurogénéral, je pense que dans les centres de neurogénétique, je ne sais pas si vous êtes confrontés à ça, mais typiquement, c'est les patients atteints d'une trisomie 21 qui vivent en foyer, et puis là, j'en ai eu 5-6 ces derniers mois, l'équipe qui sollicite en disant il s'aggrave, il ne participe plus aux activités, il fait moins de choses, qu'est-ce qui se passe? Alors là, cette patiente, elle avait un escar talonnière, alors on se dit, tiens, est-ce que c'est l'escar? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traite l'escar, on réévalue? Est-ce qu'on fait d'emblée un bilan? Bon, elle a juste un scan, voilà. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce scanner? Est-ce que c'est une HPN? Est-ce que c'est une maladie d'Alzheimer précoce? Comment on avance? Est-ce qu'on fait une IRM de flux? Mais alors c'est impossible à faire chez certains patients, sauf à moins de les sédater. Est-ce qu'on va jusqu'à la sédation? Est-ce qu'on fait une PL évacuatrice? Est-ce qu'on fait les dosages des marqueurs? Si possible, jusqu'où on va? Ça c'est une réflexion qu'on a assez souvent. Puis les marqueurs d'Alzheimer, est-ce qu'ils sont fiables dans ce contexte de T21? Eh bien oui, il y a des publis très récentes là, qui disent que ça a bien une utilité. Mais est-ce qu'il faut insister pour un examen invasif? Ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse. La prise en charge thérapeutique et l'optimisation du parcours de soins, mieux identifier la symbiologie pour mieux traiter, bien sûr, mais ce n'est pas toujours facile. Je pense aux troubles comportementaux, aux troubles du spectre autistique notamment. La prise en charge pluridisciplinaire, elle est essentielle. Il faut savoir remettre les patients dans le parcours de soins rééducatif aussi, poser la question de l'accès aux soins primaires, dentistes, gynéco, les dispositifs handi-access qui existent dans certains départements avec des consultations justement pour des patients en difficulté d'accès aux soins dans le parcours classique. Parfois, il n'y a plus de suivi depuis l'adolescence, ils sont en foyer ou en masse ou ailleurs, ils n'ont pas été revus. Alors les tableaux, ils peuvent être évolutifs. Puis tout n'est pas à mettre sur le dos du handicap, bien sûr. Il peut y avoir une pathologie dégénérative surajoutée, une douleur. Et l'importance de la transition enfant-adulte et d'une bonne coordination avec les neuropédiatres, elle paraît aussi essentielle pour ces maladies qui touchent à tout âge. C'est un exemple typique qu'on a vu avec une collègue neuropédiatre. C'est une fratrie, en fait, un frère et une sœur qu'on revoit à l'occasion d'une reprise de bilan. Je vous passe sur le bilan génétique. En fait, il avait une IRM il y a quelques années. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un hypersignal débutamène épidénoïcodé assez franc. Finalement, on lui retrouvera sur un exome un déficit en crotonase, qui est une mutation ECHS1. C'est autosomique récessive, ça sera la même chose, bien sûr. Et en fait, c'est un tableau qui est décrit comme étant très hétérogène. Il y a aussi bien des encéphalopathies très sévères que juste des dyskinésies induites par l'effort. Là, on en a 5 patients, là, donc on commence à avoir un petit spectre phénotypique. Mais en pratique, la mutation, c'est très bien, mais la maman, elle vous dit comment on fait pour améliorer le confort? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien, là? Bien sûr, on peut essayer de traiter de l'artane, du rivotril, traiter la dystonie, traiter la spasticité, traiter les mouvements hyperkinétiques, les mouvements hypokinétiques. Le bavage aussi, on peut essayer des patchs, la toxine. Il y a le relais qui est essentiel avec les médecins de rééducation. Ça me paraît vraiment très important. Et puis parfois, on peut mettre en place des régimes spécifiques. Ici, on va tester un régime pauvre invalide, en l'occurrence, chez de jeunes patients. Et puis surtout, travailler l'installation. Parce qu'ils nous disent, là, la communication, elle est altérée, mais à cause de la dystonie cervicale qui est tellement sévère, qui répond peu aux toxines, parce qu'il y a forcément de l'enraidissement articulaire qui s'est surajouté. Mais d'avoir ce regard-là en consultation et de pouvoir avancer, leur proposer des choses, c'est aussi faire des choses. Une vignette d'une autre fratrie, un tableau neurologique évolutif chez les deux, avec des troubles d'apprentissage. Ils sont suivis en neuro depuis l'âge pédiatrique. Pour le frère, initialement, il a un développement normal, il a marché à 14 mois, et puis vers 6 ans, il commence à avoir des tremblements, des myoclonies, un syndrome chorique. Il se dégrade sur le plan psychomoteur, il a des difficultés d'apprentissage. Il s'aggrave avec une dystonie généralisée à tel point qu'il fait un arrêt cardiaque. Il finit en réa, et puis quelqu'un a l'idée de lui mettre de l'artane, et là, miracle, il s'extube, ça va mieux. Ça va mieux, il lui reste quand même quelques signes. Sa sœur, elle a une histoire similaire, une déficience intellectuelle légère, un tremblement myoclonique, une dysarthrie.
Puis à l'âge adulte, en fait, il y a une discussion pour une stimulation cérébrale profonde bipalidale qui a été très très difficile à mener parce qu'il n'y avait pas de diagnostic précis, donc où est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait. Puis finalement, ils sont implantés tous les deux dans le pallidum, et puis il y a une efficacité transcendante. Donc 90%, vraiment, ils quittent le fauteuil, ils se remettent à marcher, c'est spectaculaire. Et puis on les revoit, mais après, au CRDI, au Centre de référence de déficience intellectuelle, pour le bilan de l'ADI, et finalement, dans l'association de l'ADI, la dystonie, chorée, myoclonie, les dyskinésies bucco-faciales, il a le panel des mouvements anormaux, qui à l'époque mettait un petit peu de temps à revenir. Là, c'est en faveur d'une mutation ADCY5, mais qu'on a eu après la stimulation. Donc en l'occurrence, c'est pas elle qui a aidé à décider, mais c'est important parce que finalement, il y a des publis, c'est un critère prédictif positif d'une excellente efficacité de la SCP. C'est pas toujours évident sur les dystonies congénitales, surtout si elles sont fixées ou quand il y a des myoclonies associées, on met des fois plutôt un VIM. Donc la génétique, elle va aider, probablement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à guider les prises en charge futures. Juste rapidement, pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, la SCP, là, c'est la stimulation cérébrale profonde. En fait, le but, c'est une stimulation électrique haute fréquence qui est inhibitrice. Il y a 3 cibles principales dans le LST, le pallidum ou le thalamus. Historiquement, c'était surtout pour la maladie de Parkinson, mais les indications ont été étendues pour la dystonie et tremblements sévères notamment. Et la cible, elle est différente en fait selon les symptômes cliniques, donc c'est important d'avoir une bonne clinique. Hop, ça vous donne ça comme image. Renforcer les modes de recrutement, au-delà des centres d'expertise CRDI ou des filières neurogénétiques très, très spécifiques, c'est des patients qu'on peut rencontrer un peu partout dans les centres de rééducation, des consultations dédiées, en hospitalisation en neuro. Là, c'est l'exemple d'une patiente de 46 ans, elle vient en USI UNV pour un AVC thalamique gauche. Une dame qui ne sait pas lire ni écrire, elle n'a jamais eu de bilan de sa déficience, donc on voit l'AVC thalamique gauche bien sûr, et puis on voit surtout des calcifications sur une mutation hétérozygote CA2 qui a été mise en évidence par le docteur Nicolas Rouen, qui collait plutôt bien avec son phénotype, d'une DI de calcification intracérébrale d'une petite taille. Elle a 17 frères et sœurs, c'est autosomique récessif. L'enquête continue. Le conseil génétique, bien sûr, c'est un motif de consultation récurrent. Ils ne viennent pas toujours en génétique d'emblée. Souvent, ils posent la question au neurologue, comme ça, un peu en sortant de consulte. Tiens, et au fait, est-ce que ça peut me concerner ou concerner mes enfants ? Ça peut être surtout l'occasion de se reposer des questions pour la fratrie qui grandit aussi. Les parents, ils n'ont pas toujours les mêmes questions que les enfants et vice-versa. C'est-à-dire que les frères et sœurs, eux, ils se posent des fois des questions que les parents n'ont pas voulu explorer. Il faut savoir réorienter vers le généticien. Puis la force, c'est vraiment ces consultations binômes de neurologue et du généticien ou des neuropédiatres et des généticiens. Un petit exemple assez pathognomonique, un patient de 75 ans qui est suivi depuis 10 ans pour un tremblement. Il a même eu du gamma knife thalamique à Marseille. Il devient un petit peu instable à la marche depuis 2 ans. Il a des troubles cognitifs débutants. Bon, quelqu'un a une idée, j'imagine. Et puis l'histoire évidemment continue. Il a 2 petits-fils atteints d'une déficience intellectuelle. Voilà, c'est une prémutation du X fragile, mais comme quoi c'est pas si évident que ça. Évidemment, quand on le sait, ça paraît facile, mais dans les consultations de neurologie courantes, c'est pas toujours évident, mais c'est important de le savoir. C'est important de faire passer l'information en tout cas. La problématique de la déficience intellectuelle, rapidement, souvent elle n'est pas explorée, surtout chez les adultes. On entend souvent à quoi ça sert, ça ne changera rien. Le motif de consultation est souvent autre que la déficience intellectuelle, alors que ça peut être un vrai point d'appel pour expliquer les difficultés neurologiques. C'est l'exemple d'un patient de 20 ans là, qui est en ESAT pour une déficience intellectuelle légère, mais il est jardinier, il se débrouille plutôt pas mal. Et puis à 20 ans, il y a des troubles de l'équilibre qui apparaissent. Il commence à tomber, il a un bilan initial sur Paris, puis après il déménage et il est plus suivi. Un suivi vraiment ponctuel, et il revient à 40 ans avec ses 2 frères et sa mère, parce qu'il continue à s'aggraver sur les chutes et il est maladroit. Donc il a une déficience légère à modérée, il est ataxique, il a une dystonie généralisée, une microcéphalie. Ça c'est ce monsieur. Bon. Et il a surtout une IRM très pathologique, vous voyez, avec une atteinte du blanc, du gris, une espèce d'aspect de double cortex en souris là, sur la 2e séquence. Les noyaux dentelés qui sont aussi touchés, voilà. Du blanc, du gris. Finalement, on reprend le bilan, on lui refait une chromato, parce qu'on n'a pas été à la génétique tout de suite, on a repris la base. C'est une acidurie de hydroxyglutarique chez ce monsieur, avec une mutation homozygote. Finalement, la maman finit par me dire qu'en fait, elle était apparentée avec le papa, mais qu'elle ne voulait pas le dire. Voilà, c'est décrit depuis 1980 avec un tableau de déficience intellectuelle, une ataxie, une macrocéphalie, une leucoencéphalopathie. Lui, on l'a mis sous Artat, ça allait nettement mieux, il a arrêté de tomber. Et puis on a mis une vitaminothérapie, c'est la riboflavine qu'on met, qui est un précurseur de la FAD. Pour finir, les difficultés encore du neurologue adulte, c'est difficile notre vie des fois. La clinique qui n'est plus pure, c'est pas toujours la même que quand elle était dans l'enfance avec les premiers signes cliniques. Le bilan ancien qui n'est pas toujours complet ou pas au goût du jour, l'imagerie, la génétique. Des examens parfois plus difficiles à obtenir. Alors ça, c'est une vraie question. La mission des IRM sous-âgés, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors chez nous, c'est... voilà, sans commentaire.
Savoir refaire parfois les bilans pédiatriques, les chromatos, les PL, on l'a vu tout à l'heure, dans le de vivo par exemple, les PL elles étaient faites mais pas toujours pathologiques à cette époque-là, mais alors lesquelles on refait, est-ce qu'on refait tout, c'est difficile, ça doit bien sûr être adapté selon la demande du patient, de sa famille et de l'équipe médicale. Et un suivi neurologique seul, alors je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Pourquoi pas pour les pathologies myonogéniques avec des recherches ciblées bien sûr, mais bien sûr que c'est pas valable pour les panels ou pour les choses plus étendues. C'est une stratégie qui est bien sûr coûteuse à tout point de vue. C'est beaucoup plus compliqué pour les tableaux de déficience intellectuelle ou de dysmorpho. On n'a pas du tout l'expérience des généticiens pour beaucoup de choses. Les outils qui évoluent bien sûr rapidement, qui demandent une importante collaboration avec les généticiens moléculaires et puis les cliniciens. La gradation des examens qui est très importante. Avec les neurologues, ils n'ont pas le réflexe de prescrire une CGH en première intention. Or, on a vu cet après-midi que c'était quand même très utile. Le problème du conseil génétique qui est quand même beaucoup plus compliqué. Le problème des DPI derrière qui, ça, sort quand même souvent des compétences du neurologue. On n'a pas les armes, on ne sait pas bien faire. Et puis les démarches présymptomatiques où bien sûr on ne peut pas faire ça tout seul. En conclusion, c'est des patients à l'histoire personnelle et ou familiale et clinique souvent complexes, des pathologies rares peu connues, mais il y en a beaucoup, bien sûr. Les spectres phénotypiques, ils sont très variés pour une même anomalie génétique, donc c'est pas facile. L'âge variable d'évolution et d'apparition, donc ça demande une importante collaboration entre tout le monde. Le message, c'est vraiment voilà, le travail collaboratif multidisciplinaire qui a déjà été souligné plusieurs fois dans l'après-midi, mais qui me paraît vraiment essentiel pour optimiser les prises en charge diagnostiques, thérapeutiques, le parcours de soins du patient et de sa famille, avec l'idée d'une médecine de plus en plus précise, bien sûr, et pas personnalisée. Voilà, merci. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça conclut très bien l'après-midi avec l'appel à la pluridisciplinarité. Ce qui m'a manqué, là, c'était la place des psychologues chez vous. Elle est où, là, dans la prise en charge? Parce que je ne l'ai pas vue. C'est vrai. Alors là, après, je ne l'ai pas mentionné, c'est une faute. Enfin, je l'ai mentionné un peu, mais moi, je travaille beaucoup. La place des psychologues, elle est pour nous plus avec le diagnostic présymptomatique, mais pas en systématique. Par contre, moi, je les adresse quasiment systématiquement à mes collègues de MPR, de rééducation, où il y a le suivi psycho, et voilà. C'est pas forcément toujours dans le service, mais ils ont la prise en charge après avec l'assistance sociale, enfin tout le à côté qui est bien sûr nécessaire. Parce que reprendre des diagnostics à l'âge adulte et tout ça, je pense que c'est important aussi que ce soit accompagné parce que ça change un peu la vie et les perspectives aussi. Et je pense que de se dire on a peut-être raté quelque chose et tout ça, c'est une dimension psychologique qui doit être prise en compte. Ah bah bien sûr, quand on annonce les diagnostics, je pense au monsieur avec le de vivo, on a pris des pincettes et on n'a surtout pas dit, on a été voilà, très délicat. Mais c'est pour ça les psychologues pour moi font bien partie de cette relation-là. Il y a entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a une difficulté que tu as peut-être juste abordée, mais peut-être pas soulignée pour les neurologues adultes, c'est de remettre en cause les diagnostics qui ont été portés en pédiatrie. Parce qu'on n'a pas l'habitude, quand un cardiologue nous dit qu'il y a un problème cardio, on ne va pas aller remettre en cause le spécialiste d'une autre discipline. Et quand on est neuro-adulte et qu'on voit des adultes qui nous sont réadressés, mais avec un diagnostic de syndrome de Little qui a été porté, qu'on voit absolument tout le temps. La case IMC, voilà, quand on voit le diagnostic de souffrance fétale, souffrance à la naissance, un neurologue adulte, si c'est marqué sur les comptes rendus de pédiatrie, il ne va pas re-questionner ça. Ce que le généticien lui apprend à faire et va réinterroger cela, et la plupart du temps, quand on interroge, on a des histoires. Ah, l'accouchement, non, il s'est passé tout à fait normalement, il n'y a eu aucun problème. Ah ben jusqu'à 3, 4, 5 ans, il n'y a eu aucun problème. Et on fait, et l'IRM, elle était tout à fait normale, et ça n'a pas redressé le diagnostic. Et ça, c'est vraiment compliqué pour le neurologue adulte, parce que s'il a le compte-rendu, c'est souvent des gens en plus qui vont avoir un gap, avoir eu un suivi en pédiatrie, puis plus rien pendant des années, qui nous reviennent après 10 ans, mais avec les comptes-rendus de l'époque, quand on les a. Quand on les a, mais quand on les a, ils sont parfois, c'est eux qui sont trompeurs parce qu'il y a un diagnostic qui est posé sans point d'interrogation et le neurologue adulte voilà, va pas forcément avoir la culture de remettre en cause et de réinterroger sur les conditions de la naissance et des premiers mois de vie.